Hello everyone, bonsoir. Désolée du petit 3 minutes de retard, il y avait quelques problèmes techniques, mais je vois que vous êtes beaucoup à vous joindre à nous présentement, donc merci d'être présent. On va attendre encore quelques instants pour laisser la chance à tout le monde de se connecter, mais on va pouvoir commencer sous peu. Donc merci et bienvenue à ce troisième webinaire. Pour les personnes qui viennent de se joindre à nous, bonsoir, hello everyone, good evening. There's still some people joining us as of now, so we're just going to give everyone a couple of minutes, seconds, just to give a chance everyone to join, and we should start pretty soon. Hello everyone, bonsoir à tous. Il y a encore des gens qui se connectent tranquillement à notre webinaire de ce soir, donc on va encore laisser une petite minute juste pour laisser la chance à tout le monde de se connecter. Puis ensuite, on va commencer sous peu. Donc, soyez patients, ça ne sera pas très long. Merci. Donc, je crois qu'on va commencer. Bonsoir, merci. Bienvenue tout le monde à ce troisième webinaire organisé par Montréal en Action dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. Merci d'être avec nous ce soir. On est très content de vous avoir, toute l'équipe de Montréal en Action. Avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est important pour toute l'équipe de Montréal en Action de faire une reconnaissance du territoire et de mentionner que nous sommes sur des terres autochtones non cédées et que notre équipe travaille fort à faire en sorte que ce soit quelque chose qui soit reconnu par la Ville de Montréal et qui soit ajouté à la charte municipale. Donc, maintenant que ceci est fait, je vais prendre le temps de me présenter. Mon nom est Nadège Millard. Je suis responsable communication marketing pour Montréal en Action. Et avant de laisser la place à nos deux invités, on voulait prendre le temps d'un peu vous présenter qui on était, Montréal en Action, ce qu'on fait, puis c'est quoi notre mission et nos objectifs. Si vous nous connaissez déjà, bien, ça sera un petit rappel. Et si vous ne nous connaissez pas, j'espère que ça va vous aider un peu plus à comprendre qui on est et ce qu'on fait. Aussi, vous informer que la conférence de ce soir va être bilingue, donc on risque de se promener entre l'anglais et le français. Je vais essayer de faire ça le plus smoothly possible, mais soyez pas surpris là, si on se promène du français à l'anglais. C'est dans un souci de faire ça bilingue pour que ce soit accessible pour tout le monde. Donc, Montréal en Action, qui sommes-nous? On a été fondé en 2017 par Balarama Holness. On est une organisation, un mouvement social qui croit que les changements sociaux passent par la mobilisation citoyenne. Donc, nous croyons fermement que c'est en encourageant les citoyens à prendre leurs responsabilités et à prendre action qu'on va pouvoir changer les choses lorsqu'on parle d'enjeux tels que le racisme, l'inclusion, la diversité ou encore la discrimination systémique. Comment est-ce qu'on arrive à faire ça? Bien, c'est à travers différentes initiatives, que ce soit du contenu éducatif qu'on partage, que ce soit des initiatives citoyennes, que ce soit des campagnes de mobilisation. C'est à travers
tout ça qu'on espère, qu'on a comme objectif puis comme mission de venir sensibiliser les gens, de venir éduquer les gens de façon à faire en sorte qu'ils soient motivés à devenir d'importants acteurs de changement au sein de leur communauté. Quand on parle de communauté, on parle, oui, entre autres, de la Ville de Montréal, mais ça peut aussi vouloir dire de votre cercle d'amis, de votre famille ou encore de votre lieu de travail parmi vos collègues. Donc, en résumé, si on fait ça bref, on croit en la démocratie, puis on croit à utiliser cette démocratie afin d'amener des changements sociaux et impactants au sein de notre communauté. I'm going to switch to English now. So back in 2018, that's what we did. We collected 22,000 signatures from Montrealers, forcing the city of Montreal to hold a public consultation on systemic racism and discrimination. And that public consultation happened in 2019. The result of that public consultation was a report that was written by the OCPM, which is l'Office de consultation publique à Montréal. And in that report, you could find 38 recommendations on how to fight systemic racism and discrimination in Montreal. And all those recommendations tackled multiple themes such as culture, social and racial profiling, employment, etc. And we do believe that those recommendations will help us build a better city. So that was from 2017 to 2020. And that accomplishment of forcing the city to hold a public consultation on racism and systemic racism and discrimination, was quite a bit of accomplishment for us. And by doing that, we became the first organization in North America to force a public consultation on racism and discrimination at a municipal level. So that was quite a big thing. And that's kind of what started Montréal en Action and what started our storyline. So now that we're in 2021, what are we doing? You might be asking yourself. What we're doing is we're holding the city accountable and making sure that those 38 recommendations are taken seriously and will be implemented. Because we truly believe that by implementing those 38 recommendations, we'll be able to build a city that is more sustainable, equitable, and inclusive. And it's with the help of our volunteers, the help and the support of our partners, and your presence tonight, that we're able to do that and that we'll be able to continue the work that we're doing. So merci beaucoup d'être ici avec nous ce soir. Votre support est énormément apprécié. Puis sans vous, on ne serait pas capable de faire ce qu'on fait. Donc, je ne vais pas prendre plus de temps que ça. Je vais bientôt laisser la parole à Julie Savaria, qui est bénévole ici à Montréal en Action, qui va introduire nos invités. Puis, j'aimerais seulement mentionner une dernière chose. La conférence de ce soir va durer approximativement 1 heure, comme nous avons 2 invités. Ça sera bilingue, comme je l'ai mentionné tantôt. Puis, il y aura une période de questions à la fin qui devrait durer entre 20 et 25 minutes selon le nombre de questions qu'on a et votre engagement. Vous pouvez indiquer vos questions dans la section Q&A de votre fenêtre Zoom ou Q et R selon si votre Zoom est en français. Puis, je vais maintenant laisser la parole à Julie qui va introduire nos invités. Mais merci encore d'être ici avec nous ce soir. Et bon webinaire. Merci beaucoup, Nadège. Donc, encore une fois, bienvenue tout le monde pour ce webinaire qui est très prometteur. Donc, comme on l'a mentionné, ça va être bilingue. Donc, je vais présenter les deux panélistes. Leurs bios vont être en anglais, mais après ça, ça va être plus bilingue. Donc, comme Nadège a mentionné, mon nom est Julie Savaria et je suis une designer en justice, équité, diversité et inclusion. Et puis, je suis bénévole avec Montréal en Action. Donc, on va commencer par présenter Dr. Alicia Botswain-Kite. It will be in English. So Dr. Alicia Botswain-Kite is a social worker with over 10 years of a clinical experience working with marginalized individuals, families, and groups with a focus on child protection. Her research interests center around the systemic oppression of racialized individuals and how this contributes to their unequal representation within systems of social control. Dr. Botswain-Kite advocates for transformative social change within our institutions
and social policies to ensure that all individuals and groups can participate as full and equal peers within society. Her work seeks to identify innovative solutions to facilitating service accessibility to marginalized populations. She's also involved with several community organizations aiming to improve the health and social outcomes for Black children and family in Montreal, such as Colors of COVID, as we will see in a few minutes. So Dr. Botswin-Kite teaching gives consideration to both historical and contemporary social work practice and how it relates to our interventions with marginalized individuals and families. Her pedagogy draws on the importance of social and relational processes pursuant to social justice, while seeking to develop the critical reflexibility of students within the context of their professional social work practice. So this is Dr. Alicia Botswin-Kite, and I'm going to introduce Thierry Linzard, and then we will get started. So I think many of you already know Thierry, but for those of you who are not familiar, Thierry Linzard is a young entrepreneur, Canadian G20 Youth Entrepreneur Alliance, and United Nations delegate. In 2019, he was also recognized at the UN as one of the top 100 under 40 most influential people of African descent. Entrepreneur for the past 20 years, Thierry is known for his outspoken style on television, radio, speaking engagement, and much more. More recently, Thierry positioned himself as one of the many voices denouncing the inequality of our society and the lack of accountability to create relevant and suitable solutions. Recently, Thierry joined forces with social activists such as Dahabo Ahmed of the Federation of Black Canadians, Tiffany Callender of the Côte des Neiges Black Community Association, and Will Prosper of Hoodstock, and Dr. Alicia Botswin-Kite to launch the Colors of COVID. Colors of COVID is a Canadian platform to collect race-based data and give a voice to vulnerable communities during COVID-19, and also ensures that better data collection is available, as it is key to navigating the current crisis while holding elected governments accountable. Thierry is also helping to raise $221 million with the federal government and the private sector to support Canadian entrepreneurs of African descent. So this is my pleasure to let the floor to Dr. Botswin-Kite. Do you want me to go first, Tini, or do you want to go first? I'll actually we'll start with the deck and present basically. I'm happy to be with everybody. Sorry I'm a bit late. I'll start presenting the deck and presenting what is the genesis of Colors of COVID. Am I allowed to share my screen by any chance? Yay. All right, give me 2 seconds. We shall get there. All right, so I'll share my screen right away. Can everybody see my screen? Is my screen up there? It is thinking. It is no, it's blank for now. There you go. Perfect. The floor is yours, Thierry. And now you're on mute. Yeah, sorry about that. So, Colors of COVID. How did Colors of COVID come about? It's very important to walk you guys through the process. I want to kind of give you guys a timeline, right? So beginning of May 2020, obviously Ahmaud Arbery dies in the United States. We know about that. Breonna Taylor's case starts to gain a lot of attention media-wise. And then something happens that I think marked beyond, let's say, COVID-19 literally marks at least the Western Hemisphere and G20 countries for sure, because G20 media started to really talk about this. It was the death of George Floyd. And Quebec media started to tackle and ask a lot of questions to Prime Minister Legault during the presses. If you remember, he was doing like press release and press conferences every single day, right? And then the death of George Floyd came about and became a hot topic. And politicians started to talk about race-based data. And the reason why they started to talk about this is, just so you know, race-based data is not something that is collected in Canada.
It is collected in the United States. So we have concrete data regarding race in the United States. And what was coming out of the United States was that Black people and people, Latinos, the Latino community, people of color were actually seemed to be contracting COVID a lot faster. So the Quebec government committed to literally sharing or collecting race-based data, not sharing it. And just to backtrack a little bit, a little bit more, right when the government shut down in March of 2020, I started to ask myself, what does this shutdown mean? A, for Black and brown communities, which I am part of. And more importantly, I had a lot of friends in the United States as well as family members that were starting to die from this. I early on lost a couple of people in my personal close ecosystem. And right away, I said to myself, what is this going to mean for Canada? And what I did is I started to do some research. I found out that during the SARS epidemic, if you remember, if you go back in time, the SARS epidemic, the only metropolitan in Canada that collected massive data, right, from the SARS epidemic was Toronto. And if you were a Black man at that time, you were 9 times more likely to contract SARS. And I said to myself, what does this mean concretely? And right away I said, you know what? We need data. We need to start collecting data. So the government Quebec commits to collecting the data. 3 weeks later, right? Actually, 2 weeks later, Justin Trudeau takes the knee for Black Lives Matter, talks at in Parliament regarding what he's done for Black Canadians and so on and so forth. And very quickly, the Gazette comes out with a massive news saying, breaking news. Prime Minister Legault, Premier Legault, and the government of Quebec committed to collecting race-based data and have not put any measures in place to do so. So very quickly, myself and my team, we said, you know what? We've been kind of brainstorming a potential platform or solution to do it. And when the government doesn't act, the citizens should. And that's what we did. We said, you know, it doesn't seem like they're going to do it, but in case they do, let's give them a chance. Fast forward to August 3rd, and then Dr. Arruda said the famous line, for anybody who's been following this file, he says, and I quote, "We decided to not collect race-based data because it is too sensitive of a matter." And the question we started to ask ourselves was, well, it's sensitive to whom? Who have they consulted from the Black, brown, and Indigenous communities that makes this data so sensitive? And we knew they did not have the answer. So we started coding a platform. We started to reach out to allies. Big shout out to Tiffany Callender. We're going to get into this, and the Federation of Black Canadians. So the genesis of the projects came from the inactions of politicians. I want this to be very clear because it's important. I truly believe that when the government doesn't act, it is our patriotic duty as Canadians to do so. And I know for a fact that the governments and the officials never saw this coming from Black and brown entrepreneurs, let alone Black and brown tech entrepreneurs, because as we know, they don't see us in those STEM kind of fields. So I was really proud to put this team together and say, let's move forward. Because at Colors of COVID, we believe one thing to be true. We believe that life experiences, so the experiences that I go through, that you go through, your neighbor that catches COVID, your father, your grandmother, somebody you know that might have passed from COVID, experiences are ultimately information. And informations, in 2021, they can be converted into data, and data can be transmuted into knowledge. And knowledge during a pandemic, whether our politicians want to acknowledge it or not, or admit it, knowledge will save lives. So let me dive right into the presentation quick. And as you're going to see, this is going to be a discussion. I'm going to shut my mouth in a couple of minutes, and I'm going to make sure that I give the mic to Queen Alicia, Dr. Alicia out of McGill University. She's going to dive into what I think is super innovative way to tackle potential solutions should there be another COVID in the future, but more importantly, real concrete actionable items that we could do regarding community activism. And then near the end of the presentation, we're going to go right into real data, actual data that we collected, and the preliminary findings, because those are the findings of Colors of COVID. McGill is currently going over the entire data collection, and they will be coming out with a more robust report. All right, so let's dive right into this. I hate PowerPoints, but I have to admit that
we had to prepare one for this. Why? Because MTL in action is too awesome. You guys have been doing amazing work during Black History Month and beyond. And big shout out to Balarama, the rest of the team, everybody. It's a privilege for us to be there. All right. So through the deck, we're going to walk around. Who are we? What's happening? Why it's needed? Project overview, privacy and security, innovative methods, partnership alliances, and what will we do with that data? All right. The part that I'm excited about is Dr. Alicia's part, which touches on methodology. Methodology is huge, right? It's one thing to collect data, but how are you collecting it? But more importantly, and also privacy. What happens to the data that's collected and how do we make sure that it is secure? All right. So, like I said, the genesis of the project right away stemmed from myself having an idea and saying literally, having an idea is one thing, but making sure that you act upon that idea. And more importantly, I think the true talent, le vrai talent de gens qui sont, bah oui, c'est en franglais, ça va être en franglais à soir. Le vrai talent de gens qui veulent être actifs en tant que citoyens, c'est la capacité de galvaniser les talents et les ressources. Donc moi, je n'ai pas eu la prétention, off the bat, to think to myself, hey, I'm going to start this platform et j'ai pas besoin de personne, basta, allez, toi, dégage. Non. L'importance du projet, c'était immédiatement de mobiliser les forces et surtout les ressources. Et c'est ce qu'on a décidé de faire. Donc, on est allé tout de suite voir Tiffany Callender, qui a cru au projet Day One, depuis le départ. Tiffany Callender, qui est la directrice exécutive de CDNBCA, le Code des Neiges, Black Community Association. Un autre allié qui a été monumental Day One, c'est la Fédération des Canadiens noirs. Vous voyez sur la photo présentement une dame phénoménale qui s'appelle Dahabo Ahmed Omar, qui est aussi devenue, pour ceux qui suivent un peu l'actualité, elle est devenue la directrice exécutive de Black North Initiative out of Toronto, qui est une initiative avec Wes Hall, qui, elle, littéralement, encourage l'embauche de personnes d'ascendance africaine au sein du milieu intrapreneurial canadien. Donc, on a galvanisé tous les efforts. Moi, l'exemple que je viens de donner aux journalistes ou aux médias ou à qui veut l'entendre, c'est on a créé une arme pour combattre la COVID. Par contre, nous n'allions pas être les porteurs de cette arme. Donc, on a créé la plateforme. Maintenant, qui allaient être les personnes qui allaient concrètement utiliser la dite plateforme? Et pour ça, on avait besoin de prouver le concept, d'effectuer un pilote. Le pilote, on a choisi Côte-des-Neiges. Pourquoi? Parce que comme vous le savez, peut-être ou peut-être pas, Côte-des-Neiges est un des quartiers les plus multiculturels de tout le Canada. Pas seulement du Québec, pas seulement de Montréal, de tout le Canada. Évidemment, il y a Montréal-Nord aussi. Mais on voulait commencer avec un quartier anglophone. Pourquoi? Parce que comme Tiffany Callender le dit très bien, elle a raison, être noir, anglophone au Québec, c'est d'être une minorité au sein d'une minorité. Donc quasi invisible, littéralement. Surtout dans un climat où est-ce que le racisme systémique, sans mettre une légende ou sans mettre Voldemort, pour ceux qui connaissent Harry Potter, c'est le mot qu'on ne doit pas prononcer according to our premier. Donc, Tiffany Callender, on fait une alliance immédiate et, de surcroît, on décide de s'allier avec un partenaire pan-canadien. Donc, on commence des discussions avec la Fédération des Canadiens noirs qui, elle, va nous aider à pousser la plateforme à travers le reste du Canada. On vient de finir la première étape qui était de prouver le concept sur le quartier de Côte-des-Neiges. On se dirige vers Montréal-Nord avec Woodstock, que vous connaissez très bien. Aussi à Rivière-des-Prairies avec équipe RDP et Pierson-Vaval. Et on est très, très, très heureux. On n'a pas encore finalisé, mais on est en discussion extrêmement avancée avec le gouvernement fédéral. Donc, le gouvernement fédéral croit au projet et croit que nous sommes complémentaires et non compétitifs à Statistique Canada. Et on est fiers de cela parce que, encore une fois, c'est un mouvement citoyen. Lorsque les citoyens s'unissent, selon moi, le gouvernement doit agir. Les politiciens agissent. D'accord? Donc, la plateforme en soi. Tada! Realities of Black Canadians and other marginalized communities. The COVID-19 pandemic has heightened the challenges already faced by marginalized and racialized communities across Canada. The Black community has been affected more than most, as well as the Indigenous, obviously, with systemic anti-Black racism profoundly impacting equitable access to food, education, healthcare services, housing, economic resources. Et c'est ça qu'on a découvert. Ce
qu'on a découvert très, très, très rapidement, ce n'est pas que la COVID-19, parce qu'il faut être clair. Parce que des fois, j'ai l'argument, j'ai la discussion avec des Caucasiens québécois, souvent francophones. Et ils me disent, Thierry, est-ce que tu es en train de dire ou tu es en train d'insinuer que la COVID, biologiquement, attaque les communautés noires? Absolument pas. Absolument pas. Ça serait non seulement dérisoire, mais ça serait complètement, ça ferait de moi un abruti. Ça ferait de moi quelqu'un qui est intellectuellement mensonger, quelqu'un qui est malhonnête intellectuellement. Par contre, ce que la COVID voit clairement, la COVID voit la pauvreté. Elle ne voit pas la couleur de peau, mais elle voit la pauvreté. Et on va toucher sur ça plus loin. Et au Canada, au Québec et à Montréal, la pauvreté est très souvent mélanisée, elle est très souvent autochtone, elle est trop souvent femme, elle est trop souvent littéralement LGBTQ+. Donc, on a vu très, très rapidement que les inégalités qui sont foncièrement ancrées dans la société canadienne étaient en train de sortir, étaient en train de se faire littéralement exposer. Et moi, je dis, et je pèse mes mots, la COVID n'est pas une pandémie, de santé. It's not a health pandemic. Au fait, c'est une pandémie de socio-économique. It's a socio-economic pandemic that is posing as a health pandemic. Donc, je veux qu'on imagine, pour ceux qui connaissent l'histoire des trois petits cochons, hein, je veux qu'on imagine le loup qui se déguise littéralement en grand-mère après l'avoir bouffé. C'est ça qu'on doit imaginer quand on pense à la COVID. La COVID, c'est un loup qui est déguisé en pandémie qui affecte notre santé, mais en réalité, elle expose la viralité. Sa viralité est exposée par les disparités socio-économiques. Maintenant, ce que je ne veux pas entendre sur Twitter, Facebook, Thierry Lindor a dit que, absolument pas. Les morts sont réels. Les cas de COVID sont extrêmement réels. Mais ça, c'est le symptôme d'une pandémie. The root cause of the pandemic is socioeconomic disparities. I want to be clear with this. I'm not diminishing the health impact. I, for one, lost family members and friends early on, all right? But let's not get away from the fact that socioeconomic conditions is the true factor that will either have you survive or thrive post-pandemic. Will either have you contract COVID or not contract COVID. All right? Let's keep moving. Beautiful. So right here and there, you see the platform itself. For those of you who haven't seen it yet, this is what the platform looks like. It's a dashboard, a little bit like what Radio-Canada, CBC has done. On peut le voir, Radio-Canada, CBC ont collecté des données, selon moi, qui ont fait un excellent travail avec leur fameuse dashboard. Nous avons fait la même chose. Donc, un système de géoposition qui fait qu'on est capable de savoir littéralement grâce à un Google API qui se connecte dans notre plateforme. L'inverse, nous nous connectons dans le Google API de Google Maps. On permet de géopositionner littéralement au code postal près, voire la rue près, les cas de COVID, les cas de perte d'emploi, les cas d'impact, tous les cas, de toutes les données qu'on collecte, au fait. Et on voit clairement qu'une des premières questions, par exemple, nous posons la question de quelle racial categories do you identify yourself? De quel background ethno-culturel est-ce que vous identifiez? Donc, on parle de Black Canadians, Indigenous, Southeast Asians, Latino, Middle Eastern, Southeast Asian, and also Caucasian. Very important. Nous avons plusieurs Caucasiens qui ont participé au survey. Au fait, je crois qu'on est à près de 17 ou 18% des gens qui ont pris le survey sont caucasiens. La majeure partie, évidemment, sont d'ascendance africaine, chose que nous sommes très, 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 très fiers. Là, je ne sais pas si tout le monde peut voir. Oui, Project Research and Ethics. Donc, on est dans le processus de terminer notre processus d'éthique. On est très, très, très confiant qu'on va pouvoir avoir ce processus prochainement. On a démontré qu'on respecte toutes tous les critères, voilà, all the criteria, tous les critères nécessaires pour pouvoir avoir un projet qui est éthique,
qui s'occupe de bien sauvegarder les données afin de pouvoir évoluer de façon éthique en ce qui a trait à la collection de données. Pour ceux qui se posent une question, quel genre de plateforme et la sécurité des données qui sont collectées, je vais vous marcher à travers le processus brièvement. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à contacter Harceler Balarama. Ouais, si vous avez des questions, Harceler Balarama ou Harceler Nadège à Intel en action. C'est une blague. Je kid. I am kidding. So if you have questions, don't hesitate. I would love to be able to get back to you with all the micro details, and I'll get our CTO on the line. But here's an overview, d'accord? All our users' information are encrypted using Open SSL and the AES 256 CBC cipher. For those of you who might think I'm speaking gibberish, this basically means that it's virtually impossible to decrypt the data that is being collected. AES 256 is virtually impenetrable using brute force methods, while a 56-bit DES key can be cracked easily in less than a day. And AES would take billions of years to break using current computing technology. C'est très important de le comprendre, parce que ce que ça nous dit, c'est qu'en fin de compte, la technologie que nous utilisons est virtuellement incassable. Et je vais arriver sur le pourquoi avant que vous disiez « Ouais, Thierry, de quoi tu parles? » Vous allez comprendre le pourquoi. Donc, COC, Color of COVID Survey. On prend le courriel, le nom, la localisation, income, so on and so forth. Là, on voit clairement qu'on appuie, tac, submit. Submit. Dès qu'on submit, les données sont extractées, passent à travers un filtre qui est notre AEC 256 encryption data, which is obviously very sensitive, and then it's anonymized. Donc, on a des données qui sont littéralement anonymous, except location and income, right? But it's anonymized ultimately. What it means is it takes your name and it creates a bunch of codes, a bunch of numbers that are basically mean nothing. If anybody was to pull out an Excel sheet, they would see a bunch of numbers. And then we do a double process, which is we pass these data through what is our secure database, our AWS VPC. And what AWS stands for, and that's where I was saying, wait, I'm going to get to it. AWS stands for Amazon Web Services. So in hindsight, and to kind of resume everything that I've been saying, if somebody was able to crack colors of COVID, they would be able to crack Amazon, which is not probable. I don't think Jeff Bezos will let that happen. So Amazon has a service called AWS. Most government platforms, Amazon is the biggest provider of privacy data and security to the Canadian and US government, the military. So we are using similar technology, which is literally proprietary in terms of IP to Amazon. Doesn't mean Amazon owns the data. What it means is our platform and its entire security is as solid as Amazon's. And that's how we have colors of COVID. And in our opinion, that's how we make sure that diverse data matters, because data itself, collecting it is nothing. But when you collect data and when it's Black-owned platform, Black-powered, Black researchers, and literally has the utmost in terms of technology and security, the utmost reputable platform, I believe that this is the kind of technology that I myself would tend to trust, because we tend to not trust data or data sharing. But I think technology becomes dangerous. And we saw it with Émilie Nicolas. For those of you who have kind of been following the news, Émilie Nicolas was on Twitter, right? And then she got banned for saying on Twitter, she wrote, yeah, sure, she was sarcastic. Black people are not, because somebody said she should be traded. Somebody said to her employer, you should trade Émilie Nicolas for Dany Laferrière. Dany Laferrière is another author, a Black author, very reputable. And then what she said on Twitter is, well, I don't think Black people are like Pokemon cards. You can't just trade them like that. And Twitter's algorithm, which is an AI-powered algorithm, an artificial intelligence algorithm, just read that Black people are Pokemon cards, and they banned her Twitter account. They really did. And that is a clear example of when technology does not serve
people of color and does not serve people of African descent or indigenous people. Technology seldom randomly serves Black and brown people when it is not powered by Black and brown people because they don't have the shared live experience. Because if I would have been a data scientist or an AI or computer science at Twitter, what I would have done is during Black History Month, I would have made sure that, yes, we scrape the internet for potential dangerous content, but you should scrape also past tweets from Émilie Nicolas, which would have clearly told the algorithm that she is more than pro-Black, all right? So this is a quick summary. I'm gonna shut my mouth. I'm gonna pass the mic to Dr. Alicia Boatswain-Kite, who is our partner at McGill and has been doing an amazing job. And I will let her explain what I think is revolutionary. So you guys should go like this with your ears, or if you were not listening, now's the time to listen. Thank you, Thierry. Before this presentation, he took away my slide deck and said, we're having a conversation. So I'm feeling a little bit out of my comfort zone with all my slides gone. So I'm going to do that. I'm going to try and have this conversation with all of you. There's an English and a French title for this presentation that is slightly different. And I think I like the French version better because there's definitely an effet COVID that is masking the real issue behind this pandemic for Black Canadians, which is anti-Black racism. And I'm deliberate in the term anti-Black racism versus systemic racism because the former speaks to systemic racism that is specific to Black Canadians. So, je pourrais vous parler un petit peu des données puis qu'est-ce qu'on sait déjà, mais qu'est-ce qu'on sait déjà n'est rien de nouveau. What we've been finding in reviewing the literature is that Black people are overrepresented in rates of infection and hospitalizations and have been from the start of this pandemic until December 2020. This is what we know for Canada. We know that this disparity ranges anywhere from 3 to 7 times higher for the Black population than their white counterparts. We know that Black people are more likely to experience job loss, to report impact of COVID-19 on their ability to meet financial obligations, that are more likely to have applied and to have received financial federal support, and that a higher proportion of Black people have reported experiencing discrimination during this pandemic. So that's from Statistics Canada, the public health agency in Toronto, and also a bunch of private and grassroots organizations that are collecting this data on their own initiatives, similar to what we're trying to do with the Colors of COVID here in Quebec. We know a lot less in Quebec, because a lot of the research that gets conducted kind of lumps us into cultural communities and looks at immigrant populations as a whole. So what we have found in one report that was released by one of the co-investigators for the Colors of COVID project, Dr. Jill Hanley, who is a colleague of mine at the School of Social Work and who is also the scientific director for Sherpa. We found that immigrant populations are vastly overrepresented in health sector positions and at a high risk of COVID infection, that first generation immigrants are more likely to reside in overpopulated housing where isolation is not possible. So this was from Cleveland et al. And a more recent study by McConney in February found that there are socio-cultural inequalities in mental health related to COVID-19, and that this burden and this exposure is more noteworthy for the Black community. So this, to me, none of this is new, and Thierry will share some of the findings that we're starting to see, that he's starting to see from the Colors of COVID platform. But I want to say that I wasn't entirely excited about today's presentation because of the fact that a lot of this, I think we already know. I'm going to speak to you about my research in child protection parce que avant cette pandémie, j'étais chercheuse vraiment exclusivement dans ce qui est le domaine de la surreprésentation des enfants dans nos systèmes de protection de la jeunesse. Puis je vais vous parler pourquoi je vous parle de ces recherches-là, parce que on constate que les enfants noirs anglophones sont 5 fois plus portés à se retrouver devant les centres jeunesse, qu'une fois qu'ils sont dans les systèmes de centre jeunesse, on se constate qu'ils sont plus souvent les dossiers judiciarisés, qui sont 5 fois plus portés que les enfants blancs de se faire retirer par leur milieu familial et placés en famille d'accueil.
puis qu'une fois le dossier est fermé, qui sont aussi souvent retrouvés devant les sans-jeunesse à nouveau. Pendant mon postdoc, j'ai été faire plusieurs analyses pour voir un petit peu cette trajectoire, puis de voir est-ce qu'il y a une différence entre une trajectoire de centre jeunesse jusqu'à les centres du jeune contrevenant, donc de voir s'il y a une différence entre les enfants noirs et les enfants blancs en ce qui traite la trajectoire du centre jeunesse aux jeunes contrevenants. Puis qu'est-ce que j'ai remarqué, là, encore une fois, c'est que oui, les enfants noirs sont plus portés après un suivi en protection de la jeunesse de se retrouver dans un suivi de Youth Criminal Justice Act. Puis que peu importe le délit qui a été commis ou le type de délit, the type of offense, on constate que la peine reçue par ces jeunes est plus sévère pour les jeunes noirs que pour les jeunes blancs. J'ai été hier, en fait, à une présentation qui était organisée par la clinique juridique de Saint-Michel ou peut-être Montréal-Nord, où Fournier a parlé du profilage racial, puis que le profilage racial n'est pas seulement au niveau du SPVM, mais aussi au sein de nos structures et nos services sociaux. Donc, la raison pour laquelle je vous parle de mes études sur le système de protection de la jeunesse, puis la disparité que font face les enfants noirs au sein de ce système, c'est que la cause de ces enfants noirs dans le centre jeunesse, puis la surreprésentation est le même que qu'est-ce qu'on rencontre avec cette pandémie, et c'est le racisme anti-noir qui est la cause. So this pandemic has highlighted the socio-political vulnerability of Black people through a system that continues to colonize through forms of structural violence, and the structural violence is manifested through disparities that we see in our various sectors towards the Black community: health, education, justice, employment, transport, housing. So in talking about the impact of COVID-19, we're talking about the short term, and it obscures what is going to be needed for our long-term and continued survival. We are a community that is overrepresented in our systems of social control, but underrepresented in systems of social support and mental health. Je suis de plus en plus convaincue que nos systèmes et nos structures actuelles ne sont pas en mesure de prendre soin de notre communauté. Un part, ils n'ont pas été construits et conçus pour notre bien-être. Donc, on a un travail difficile à faire qui est d'essayer de construire nos propres structures pendant que celles qui existent sont en train de nous étrangler. I think this is partly what we're trying to do with the Colors of COVID project. And so one of those ways of doing that is through knowledge. There's also been a lot of talk about abolition and the need to reinvest in community, and recognizing that social work is part of that community. Je suis travailleuse sociale et fière de l'être, and I know that there are some social workers on the call. So even though I'm proud, je reconnais à quel point que notre profession a fait du mal à notre communauté noire. However, je reconnais aussi à quel point que le travail social et non les travailleurs sociaux a toujours été au sein de la communauté noire. There's definitely been an erasure of the Black community's contribution to social work, and there's been an erasure of the Black community's contribution to our society. I'm not a historian. I was educated under the Quebec school system, so that's why it was such a pleasure to participate in some of the talks by Montreal Action this month, Webster and Rideau, Dr. Afua Benjamin, because they revealed at what point the Black community has always been trying to organize and has been always trying to achieve our collective liberation and building community accountability. And so that's something that I want to talk about. It's been my term, or what I've been using to kind of understand and to work towards this year. So I've been immersing myself in the scholarship of Mariam Kaba and other scholarly activists, but also in, during this pandemic, some IG Lives. I'm gonna IG Live a shout out, I think the Renzo Dashingtons and the Thierry Lindors and the Will Prospers, who to me are community organizers.
it makes me see, or I see at what point our community or organizing is somewhat central to the Black community. And last Sunday, there again, I had the pleasure of participating in a conversation noire where I learned of other activists within our community, Judge Juanita Westmoreland, Myrna Lashley, and I know that I have yet to learn of other community activists in the French community that have been doing this work, community, or seeking our liberation and seeking building accountability within. I think it's important to also, I'm kind of deviating a little bit because I know this is not exactly what Thierry wanted me to speak to, but I do want to touch on how important it is not only for us to look at the impact of this pandemic right now, but also to think and plan for the future, right? And so how are we going to take care of our community and address the long-term impacts of this pandemic that have served to aggravate, a pre-existing situation that has been caused by anti-Black racism. And so Steve Biko has really given me something to think about in terms of the Black consciousness movement. And he spoke to a belief that recognition of the Black community, that we are prisoners of an oppressive system that both exploits us, but that also, in recognition of that oppressive system and the role that it plays for us, we have to remember our long tradition of survival and resistance that has been part of our ancestors and the work of Black people and their descendants around the world for several hundred years. So what Colors of COVID and what this project that we've got going is trying to do is trying to build our community accountability through knowledge, right? Because if we can have the knowledge to indicate at what point this pandemic is not the cause, but is contributing to our continual oppression, as a product of colonialism, as a product of anti-Black racism, then we're going to be able to create systems and to create accountability to prepare for what's to come. Because we know that our community doesn't see themselves reflected dans nos CLC. On sait aussi à quel point que notre communauté ne conçoit pas la santé mentale de la même façon que d'autres membres de cette société. Puis on sait à quel point qu'on doit trouver nos moyens. Donc, for us, by us, and that's what I've been thinking about in terms of now that we know this impact, is confirming what we already know. How do we mobilize? How do we create knowledge? And how do we respond to this pandemic and the impacts for the longer term? Part of that, and I could speak a little bit to the project methodology. So I think Thierry did a really good job in terms of just describing what it is that we're trying to do. So we do have the Colors of COVID survey. That data is really interesting, and what makes it interesting is that it's different from the data that's been collected by Stats Canada because it's data that's targeted to our most vulnerable communities. So Tiffany Callender, the executive director of Côte-Neige Black Community Association, who is the reason why I'm here and part of this project, has managed to have a really innovative approach in terms of reaching the members of her community organization, members who typically would not respond to a survey. And so we're really able to have a profile of the most vulnerable and to look at that profile within the Black community. I think oftentimes another thing that's really advantageous about this approach is that oftentimes we're looking at Black as a homogenous group without recognizing the variability within that homogenous group. So we know that there are differences between the Black community and the French community. Donc le fait de pouvoir faire des analyses plus poussées dans la communauté noire va nous permettre de savoir à quel point est-ce que we're seeing things that are different within. Right, so we're not all the same. And so as we're thinking about the relationship between race, between poverty, between immigration, it's really important to make those distinctions.
the other thing that's very important is that this is a twofold methodology. So Thierry definitely spoke to the survey, mais on prévoit aussi d'aller chercher ou d'amener ces données à les milieux communautaires pour mieux alimenter nos réflexions. Donc, l'idée de voir, OK, voici nos données quantitatives, mais d'aller vérifier puis de confirmer comment est-ce que cela vous impacte. Est-ce que c'est vraiment ça que vous avez observé chez vous, chez votre clientèle? We know that within Montreal, there's the differences between the North End, the East End, the West End. Donc, de pouvoir avoir accès aux voix de ces communautés dans qu'est-ce que les données nous montrent est essentiel. So that's another thing that we're doing to really make sure that the findings that we have are able to reflect an equity response. And an equity response is one that recognizes the Black community in its entirety and the variability and the heterogeneity of that community. And so that's where we're at, I think, with the project. And I don't know, feel like it's a bit repetitive to show the results of the findings, Thierry, but if you'd want to do that, I think it does kind of bring home. And I think that might be why people are here today, just to. Well, I'd love for you to, because you touched on methodology, but I love, for example, the parts that have to do specifically with this. I think I would like you to dive in on this, because for those of you listening to this, this is, in my opinion, really the grassroots and the grass that shows the grassroots and the importance of having Black entrepreneurs work with Black researchers. And I'm not trying to divide anybody here. That's not what I'm trying to do. I'm trying to say that anti-Black racism is as micro to Black Canadians as anti-Semitism is to our Jewish brothers and sisters. And when you understand this, you're able to find the allies and find the talent which exists in our community to start movements that are gonna scream loud and clear, we are here, we are competent, we are able to do this. So big shout out to Tiffany Callender, who had the reflex to go not just to somebody she's familiar with, to somebody that has the knowledge, the innovative kind of vision to come together and say, hey, this is how we're going to do it. And this is how we're going to evolve this platform. Because we're just the coders and the dreamers. But Dr. Alicia Boatswain-Kite is what glues this all together. Because we could collect all the data we want. If we don't produce data, if the data we collect is not produced in a very competent report that is recognized and respected, then we've collected this data for nothing. And one thing's for sure, you can't combat what you don't measure. Here's the best example. How do we know that old people are more at risk to die of COVID-19? How do we know that? How do we know that younger kids are surviving COVID a lot easier? Because we collected the data. What would it mean if we understood the power of collecting this data for the most vulnerable? Listen, we could have called colors of COVID the vulnerables of COVID. But from a strategic point of view, the colors of COVID makes you think. The colors of COVID makes you maybe look at your own privilege, right? Social distancing is a privilege. Remote working is a privilege. And this is why we called it specifically colors of COVID. And the point I'm trying to drive in here is very crucial. Due to Dr. Alicia's current experience with the DPJ and child services, elle comprend le combat David et Goliath dans lequel nous sommes. Elle comprend l'importance de produire un rapport comme nous apprêtons à produire. Et avant de rentrer dans les données, je veux vraiment qu'elle s'arrête sur... parce que moi, la première fois que j'ai vu ce design-là, this is called design thinking, right? This, to me, is the way that we move forward. Ça, c'est la façon d'avancer. C'est la façon que le gouvernement du Canada peut arrêter de cannibaliser les taxes qu'il collecte des citoyens canadiens. Le gouvernement du Québec peut arrêter d'être très protecteur de ces taxes et se dire, l'engagement citoyen, je crois que MTL en action fait ça mieux que nous. L'engagement des communautés racisées, MTL en action est meilleur que nous. La distribution de PPE dans les quartiers marginalisés,
Woodstock fait ça mieux que nous. Il y a plein de façons que notre gouvernement peut lui aussi innover et arrêter de rester statique dans les façons dont il gère les taxes, il gère les coffres de l'État. Et c'est pour ça que je pense que je veux vraiment qu'on s'arrête sur ça, Alicia, Dr. Alicia, avant qu'on passe à autre chose, parce que, selon moi, vous avez devant vous un modèle qui peut révolutionner et selon moi, le modèle qui va pouvoir faire changer les mentalités. Parce que Statistique Canada, et je vais les citer, ne pense pas que Colors of COVID est compétitif à ce qu'ils font. Mais ce qu'ils réalisent, c'est que notre approche, en commençant avec la communauté, de la même façon que MTL en action, comment est-ce qu'MTL en action est allé chercher plus de 22 000 signatures? On the ground. On the ground. Proximité. Il y a une érosion de la confiance entre les gouvernements, les autorités. On l'a vu en 2020. C'est ça qui fait que BLM a pris de l'ampleur. C'est ça qui fait que la cause des personnes racisées, notamment des personnes d'ascendance africaine, ont réellement pris leur place en 2020. Et je vais continuer. C'est ça qui fait littéralement qu'aujourd'hui, on se sent écouté. Il y a quelques heures, le co-host du plus gros show francophone de l'hémisphère ouest de la planète vient de démissionner suite à ce que des gens ont parlé, ont pris la voix, ont dénoncé une injustice qu'eux, ils ont pu observer. Ça me rappelle qu'est-ce que Balarama et l'équipe de MTM en action ont accompli. Quand les gens s'unissent, le système doit bouger. Et c'est pour ça que je veux qu'on s'arrête et qu'on parle de ça, parce que nous, quand on a créé Colors of COVID, on s'est dit, mais attends, qui sont les plus vulnérables dans les communautés racisées? C'est aussi les gens qui sont dans les communautés, dans les quartiers qui nous appartiennent. Comment est-ce qu'on fait pour rejoindre quelqu'un qui vit dans un désert technologique, qui n'a pas accès à un téléphone intelligent, qui n'a pas accès à de la technologie? Cette personne-là doit force est de constater qu'elle travaille avec BCA, elle travaille avec Woodstock. Ces gens-là ont peut-être des food banks, parce que tout le monde doit manger au moins une fois par semaine. Donc, qu'est-ce que ça veut dire d'être présent? Pas de les forcer, pas de dire, si tu prends ton panier de nourriture, si tu veux ton panier de nourriture, tu dois remplir. Non, de dire, en passant, nous sommes conscients que peut-être vous n'êtes pas rejoint par les annonces de M. Legault parce que vous n'avez pas le câble. C'est des réalités, ça. Il faut les concevoir. Force est de constater que nous n'avons pas tous les mêmes privilèges technologiques. Nous n'avons pas tous des privilèges. Nous sommes dans des déserts technologiques, déserts de santé, déserts financiers. Et il faut être capable d'aller vers la population, de ne pas attendre que la population vienne vers nous. Donc, Alicia, please take the time to dive on this because I think it's revolutionary. I'm smiling because I think you are the glue that holds this program together, Thierry. It's your energy. And so I'll speak a little bit to this. Full disclaimer, community accountability. This is a area of scholarship that's, I think, more present in the United States than it is here. It emerged from the Black feminist movement. And it recognizes that community needs to take care of community, and community is best suited to take care of community. And so what I like about our research project, just to give an example, is that it started from you, Thierry, who is from the private sector, who reached out to the community sector, who is Tiffany, who reached out to me, who is within the research. And so we're coming together and we're bringing other people to the table. And we're talking about this issue, which we all agree. I think that's a big thing. We all agree to what the cause and what's driving this pandemic and the disparity that we see. And I was thinking about, how does Quebec, there's a reason why there isn't a collection of race-based data, because how does a province that denies the presence of systemic racism explain that the Black population is facing disparate infection rates and hospitalization rates? Like, you can't explain that if you don't acknowledge the systemic racism. So here we are, and we're all starting from the same page, and we're moving forward. And so building that accountability is basically taking charge and getting the data ourselves, analyzing that data,
and taking that data back to the community. And so I don't think that we have, or we don't know what the recommendations of the findings will be, because those recommendations need to come from the community actors. And so it's been really grassroots level, just the way we've kind of been building momentum. So we started with Tiffany from the Côte des Neiges area, who's got us in contact with other community organizations to see whether or not they'd be willing to participate in collecting this data, and how are they going to reach out to their community, right? And you said it before, one of the things, I remember just one of our research meetings, you shared a story. I should probably get you to share it, Taylor. You'll say it better than I did, but was when you were saying you spoke to a lady, you knocked on her door, a Jamaican lady, and you were saying how she said that, thank you for coming to see me. This was the first time that I have ever felt seen, that I've ever felt heard, that somebody actually took the time to come see me and to speak about something like this. So thank you. And it resonated, it stayed with me because I think that there's a lot of disillusionment within the Black community. There's a belief that our voice doesn't matter. And so I think the face of this project and the face of those community actors kind of saying, yes, your voice matters, right? This movement, the Colors of COVID movement, it emerged from a common goal, which was, how do we better respond to the needs of our community? And I think that's a very easy thing to sell to the community. I don't know if I touched. So, I mean, the diagram just basically says what I said. It's about trying to find ways to provide for our community through data, through knowledge, through awareness. And I think that we have to also do a lot of work in creating that narrative that this pandemic is not what's driving this disparity. This disparity already existed, right? And is a product of anti-Black racism, structural violence in the form of housing conditions, transportation, employment, right? And that we need to not only focus on what's happening right now, but we also need to think about, how do we mobilize to provide for our community down the road? Because we know that the same community is not going to be going to the CLSC, right? There's tons of studies that have shown an underutilization of these more formal forms of supports. So I think that's part of that, or part of this project, and part of what we hope to do, is to be able to kind of also take this information and start planning for the longer term. Absolutely, absolutely. And what I would suggest, Julie, Fanny, and Nadej, I think what we should do at this point is potentially look at questions that might have come in for about 5-10 minutes, and then we're gonna release the MTL en Action bombshell and really share some data, and then maybe take a little bit more questions. Do you guys think that's a good idea? Well, you actually read my mind, because I was going to jump in at 7:05 just to let you guys know, in case you had other things to say. So yes, let's jump right into the question. And our first question is going to be one that I think a lot of people will be interested in. And it is from Vladimir Bonner. Donc, je pense, Thierry, que tu le connais depuis... Oui, depuis un petit moment, d'après ce qu'il nous a écrit. Donc, en fait, il aimerait savoir votre position sur la vaccination, du fait que la population noire est très sceptique par rapport à le procédé de la vaccination pour la COVID en ce moment. Donc, c'est ça. C'est quoi votre position à toi et puis à Dr. Botswinkai? Je vais donner la place à Alicia. Puis après ça, je vais donner mon opinion. Parfait. I'm not sure exactly. One of the things with the current survey is that we don't have a particular question that speaks to vaccination. So the survey was designed in the summer, right, during what we might call the first wave. Then there was a second wave,
and now there's like a third wave. So we're constantly trying to kind of keep up with this pandemic and realizing that it's changing. And so with regards to the vaccination, I can't speak with that with regards to the, what we're finding or what's been emerging, but there's definitely some skepticism about this vaccine, rightly so. I think that as, minority populations are kind of skeptical of everything that is coming from, the government in terms of health measures. And so I'm not sure if I can add anything more to that question. Oh, thank you. And Thierry? I want to give a big shout out to Vladimir Bonner. He's like a brother to me. Some days I like him, some days I hate him, actually. But he's an amazing, amazing man. And shout out to Vladimir. Great question. In my opinion, and a lot of people have asked us this question. Oh, Thierry, are you guys collecting data to force Black people to get vaccinated? Listen, the first thing I'm going to say is this. One thing the government realizes, in my opinion, these are my words. This is what I think. The government clearly realizes that there will not be any herd immunity in the third wave, because I believe there will be a third wave, if Black and brown people do not take the vaccine. The government is starting to understand in a very reactive fashion, unfortunately for them, that instead of being proactive and listen to us last year and give the resources to MTL in Action, give the resources to Hoodstock, give the resources to Maison d'Haïti. Now they're saying, we spent a lot of money on this vaccine. People have to take it. But if people don't trust it, which is anchored, let's be real, Black people, we have a mistrust of our health system. We have a mistrust of our government. It is not our doing. It's anchored in 400 years of oppression. It is anchored down south in the US in the Tuskegee experiment, where Black men coming back from the war in 1930s, 40s, were told, hey, we have free health care for you. It's going to last about 6-7 weeks, a couple of months max. It lasted 40 years. It turned out to be the biggest biological attack. They called it that, not me. The biggest biological attack in the history of the G20 on its own population, according to the American government. They issued official apologies because of instead of giving them free health care, they were infected Black men for 40 years with syphilis. Black men died. Black women, Black bodies died. Kids, unborn kids were born with syphilis. This is genocide. This is anchored in negrophobia. This is anchored in not just the fear of the Black body, but la façon dont on peut disposer d'un corps noir ou on peut disposer d'un corps brun. C'est pour ça que notre histoire, puis pour ça, je fais une petite plug, pour ceux qui n'ont pas vu l'histoire des Noirs au Québec, allez voir le MTL en action, leur webinaire de la semaine dernière. Vous allez me remercier. Allez le voir, vous allez concevoir et comprendre que le travail de MTL en action est pas seulement phénoménal, il est important. Moi, ça me fait rire quand je vois des hommes d'affaires ils me disent, ouais, mais Thierry, toi aussi, tu es un homme d'affaires, tu es un entrepreneur, puis ils sont caucasiens ou ils sont blancs, puis ils me disent, ben là, il faudrait qu'on rouvre l'économie, là, c'est bien beau la vie, sauver la santé, les corps noirs, les corps bruns, mais l'économie, elle. Mais vous savez quoi? La façon de réouvrir l'économie et de déconfiner optimalement, c'est de s'occuper des gens les plus vulnérables. Si tu es un homme d'affaires blanc, caucasien, catholique, hétéro, privilégié, ben, tu veux réouvrir l'économie canadienne, tu devrais être at the forefront of MTL en action. Tu devrais être le premier à donner à Hoodstock. Tu devrais être le premier à encourager ton entourage de prendre un survey comme celui-ci. Donc, l'excellente question de Vladimir Bonner, qui est très pertinente. Nous n'avons pas encore collecté de données sur la vaccination, mais je peux confirmer
que c'est une inquiétude réelle du gouvernement canadien et ça devrait logiquement, on n'est pas en communication parce qu'on ne retourne pas nos appels au gouvernement du Québec, seulement le fédéral. Et oui, effectivement, moi, je peux comprendre pourquoi, maintenant qu'on a besoin de nous, on veut nous pousser à prendre le vaccin. Et moi, je ne vais pas émettre d'opinion publique par rapport au vaccin. Je, Thierry Lindor, n'ai pas pris le vaccin. Je n'ai pas d'intention dans l'immédiat de le prendre. Par contre, je peux comprendre l'inquiétude de notre gouvernement si on ne veut pas rentrer dans une 3e, 4e, 5e vague. J'inviterais toutefois, si jamais il y a des officiers du gouvernement qui écoutent cet important webinaire, de concevoir qu'il faut arrêter d'être réactif avec les corps noirs et bruns et autochtones dans ce pays qui est le Canada. Donc, c'est tout ce que je pourrais dire. Peut-être prendre une autre question. J'espère que ça a répondu. Au pire, Vladimir, il va me texter puis il va m'insulter comme d'habitude. No, I really like that. I really like that response, Tilly, because I think it shows, again, like we're going to be reactive. So let's prioritize our racialized communities. But when it came time to kind of look at how race was affecting this pandemic back in May or back in the spring, it was like kind of dead silence. So now, now let's prioritize them, but we're not going to get into the discourse of why, of what led that, what caused this disparity and what causes and what's really driving, but let's vaccinate them. Exactly. It's the symptom versus the root cause. It's to me, c'est aberrant à quel point plus j'acquiers de la maturité, plus je réalise que en bout de ligne, c'est nous qui avons les réponses. C'est vraiment nous. C'est MTL en action, c'est Hoodstock, c'est Julie, c'est Nadège, c'est Balarama, c'est moi. C'est pas Justin Trudeau. C'est pas François Legault. C'est nous qui avons des solutions pour ces gens. Et c'est nous qui devons demander plus de nos gouvernements. Parce que si on nous avait écoutés au mois de juin, si on nous avait écoutés au mois d'août, aujourd'hui, je suis extrêmement convaincu et extrêmement confiant que notre économie serait déjà réouverte. Convaincu. Convaincu. So one of the things I think about just this whole community accountability is that there's always going to be a lot that's going on outside of the Black community or outside of the community that is there that's always going to be there. But I think what happens is that we need to find spaces as a community to come together, right? As a community to come together to kind of understand and to strategize and to build accountability for these issues. And so, I mean, I think some of that is really hard to do because we are, like I said, a community that is not just one community, right? So I think that we also have work within that community, to kind of recognize the differences. And so there's unity that needs to be, there's work within that also needs to be done for us to have a united stance, a united voice when it comes to what's going on the outside, right? Outside of the community, in the interest for those that don't necessarily have our community at best heart. Very true. Thank you so much for this answer. I have another question that I think would be interesting for the scientist in us, and this one has to do more around. Well, I guess it's a two-part question. So the first part is, so what is the sample size of the data that you collected, just so that people can have maybe an idea of the statistical relevance of the data shared? And the second part is, if this survey is mostly online, how will you address the possible issues with access to computer and internet, right? And how will privacy issues with paper submissions be addressed if ever you decide to go that route to address the unequal access to computers and internet? Donc, je pourrais peut-être commencer. Je vais essayer de répondre en français. Il faut savoir que le projet est toujours en cours. Donc, c'est sûr qu'on a un échantillon, Thierry pourrait dire que l'échantillon, d'après qu'est-ce que j'ai compris, c'est environ 800 personnes qui ont pris le sondage. Et puis, on a l'intention d'aller chercher, comme j'ai dit tantôt, les données par rapport à d'autres communautés, la communauté noire francophone. Donc, je pense qu'on avait dit, je pense au début, on avait dit qu'on voulait avoir peut-être 10
10% de la communauté noire sur l'île de Montréal, qui Oui. nous amène dans environ 1000 et plus. Puis on voit qu'on est vraiment sur le chemin d'y avoir accès. Qu'est-ce que je peux parler? Puis c'est dommage que Tiffany Callender n'est pas ici parce qu'il y a une formule qui est vraiment la formule de Tiffany Callender puis de Côte des Neiges Black Community Association qui a vraiment tient en compte en fait cette même question. Comment est-ce qu'on va aller chercher les données des personnes qui ne sont pas capables ou qui n'ont pas accès au sondage sur un site web? Puis qu'est-ce qu'elle a fait avec cette approche? C'est vraiment d'aller soit appeler les personnes ou lorsque les personnes se présentaient à leur banque alimentaire, d'aller remplir le sondage avec cette personne-là. Qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que ce sondage, on n'est pas en train de juste, d'après, ça c'est selon, again, la formule de Tiffany, c'est pas un sondage où on répond à les questions, puis c'est oui, non, puis on passe à d'autres choses. Elle prend vraiment le temps. On peut parler d'un sondage qui est censé sur le web durer peut-être 5 minutes, mais il y a certaines de ces intervenantes dans la communauté organiste qui ont pris environ 1h45 minutes pour vraiment parler à la personne, puis répondre à la question, puis leurs inquiétudes. Donc, on parle d'un suivi aussi. Je pense que ça, c'est un petit peu la beauté de quand on parle d'un projet de recherche qui a des impacts positifs, non seulement à travers qu'est-ce que cette recherche pour faire, mais dans le processus même, de dire qu'on va aller prendre un sondage, puis en même temps, on va aller vérifier comment va la communauté. Et puis ça, c'est pas un agent de recherche nécessairement qui va le faire, mais ça, c'est vraiment quelqu'un qui travaille pour la communauté. Donc, c'est vraiment une super belle initiative, je trouve, de cet organisme-là. Puis c'est quelque chose aussi qu'on veut reproduire dans les autres communautés noires pour qu'ils puissent s'inspirer du modèle. Il y avait une troisième question, mais je ne l'ai pas pris en note, donc ça se peut que je l'ai oublié. Oh non, c'était 2 questions. Comme le data collection et puis l'accès à la technologie, c'est ça. Et ça, c'est une excellente question. Julie, je ne sais pas qui l'a posée, mais c'est une excellente question. C'est pour ça que nous, on a reverse engineer la façon dont tout le monde travaille. Parce que Statistique Canada ne travaille pas de cette façon-là, soit disant passant. La femme jamaïcaine qui est au Canada depuis 60 ans qui dit « I have never taken one survey in my life. You make me feel seen. I felt invisible for 60 years, man. » Quand elle dit ça, là, ton cœur, il fait comme ça, puis tu commences à avoir des larmes aux yeux, puis tu t'excuses. Parce que tu dis, imagine, tu marches, toi, pendant 60 ans dans un pays, puis tu te sens invisible. Tu te lèves, tu travailles, on ne te salue pas, on ne te parle pas, parce que tu ne parles pas français. Tu retournes chez toi, tu es aliéné de ta famille, tu perds des membres de ta famille, tu perds un fils. C'est ça, au fait. Tiffany Callender, Will Prosper, Solo Fugère, Narges, à Montréal-Nord, ils ont la confiance des gens. Les gens leur font confiance. Ils se disent, moi, je peux parler à ces gens-là. On a un problème quand on ne parle même pas à Statistique Canada, mais on est prêt à parler avec Solo Fugère de Montréal-Nord ou Tiffany Callender de Côte-des-Neiges, hein? Ou Balarama Holness. Donc, il y a aussi tout ça qu'on doit revisiter en tant que communauté. Et une chose que je rajouterais, l'échantillonnage, on a fait un projet pilote à Côte-des-Neiges. Donc, on est extrêmement content de ce qu'on a réussi à accomplir en à peu près 5-6 mois parce que maintenant que l'échantillonnage a été fait, le gouvernement fédéral s'apprête à nous donner les moyens de nos ambitions. Et là, on estime qu'on est capable d'aller chercher à travers le Canada 5 à 10 000 personnes qui vont partager au survey. Mais l'idée, c'était de prouver qu'on est capable de produire quelque chose d'impact et pas seulement collecter du données, mais d'être capable de produire quelque chose qui va forcer des actions et un changement de position et à l'administration Plante, hein, parce qu'elle est en élection, et au provincial qui s'en va en élection l'année prochaine et au fédéral comme on le souhaite. Donc, je ne sais pas si on a le temps peut-être pour une ou deux autres questions, puis après ça, je vais partager les données collectées à date. On ne va pas partager tout le rapport parce qu'il est exhaustif, mais on a préparé quelque chose de quand même assez MTL en action exclusive. On est fiers. Super. Ben, en fait, juste une petite question, puis après ça, on va pouvoir passer aux données. Et puis, en passant, donc, le combiné de questions que j'ai fait, c'était de Schwing Thomas et puis de Petra Stewart. Donc, merci pour les questions. Et puis, donc, je comprends tout à fait, pour la question d'échantillonnage, j'ai travaillé en recherche clinique pendant longtemps. Donc,
kudos to you guys. I feel you. Donc, la dernière question, en fait, ça va être une question posée par Khalida Begoum. Et la question en anglais, la question is, I was wondering if you guys had any data or understanding as to why COVID impacts the young Black community with more complications. Do we know, like, what kind of, are we talking about health complications? I wouldn't be able to answer that. But would the person have a bit more precision on their question? Because it's a slightly vague question as well. Health complications. She just precise. So I'm not sure about the health complications. I think it's important to note we embarked on this project not having any kind of medical training. So I'm very much a social worker. I can definitely speak to, I guess, the social problems of that, but that would be a question that a physician might have to answer. But what I will say, what that question reminded me in terms of like the social impacts, is that one of the things that we know in terms of this pandemic affecting our youth is that one, a lot of the English-speaking population was unable to homeschool their children during this pandemic, right, during the spring, because of an inability to be able to communicate with their teachers or with the school in their language, right? So there was a huge impact with that. The other thing, which also in terms of impact in the families, is that there's a lot of impact that is that we don't know about, right? Because during a part of time or during like this period, there's a lot of things that are not kind of as visible as they would have been, you know, if we were not confining or et cetera. So I think what we need to realize in terms of what these findings, what we have show is that these are really conservative findings, and the bulk of the distress that the Black community is exposed to is somewhat underreported. And so that's another thing to kind of just to be aware. So not so much complications with regards to health, but there's definitely complications and traumas that the Black community is going to be left with when we talk about how the pandemic is affecting the elderly population, right? There's a lot of intergenerational homes, right? So grandparents are so central to the Black community. And what happens when our grandparents are no longer there, right? How does that? And then when your celebrations, right? Celebrations are another thing that are so important. So, you know, the passing of a grandparent has a celebration of life associated with it. We're being kind of cut off from our ability to connect. So this notion of family that's so central to us as a community is not possible. And I think it was Kirsten Vaval from Équipe RDP. He said something really meaningful to me, is that in RDP, there are these houses, everyone kind of lives intergenerationally. So you have like your neighbor, that might be your uncle or your grandparent or your cousin. And as a community, they've chosen, I think I could say this, they've chosen like their survival, right? Survival is family. So, you know, COVID curfew, forget about it. This is not something that's realistic for this community to apply, because survival is family, right? Their family is essential. And so when you're comparing, you know, there's no comparison. And so those are some of, I think, the nuances that are kind of important to kind of think about in terms of well-being and the added stressors that this is having for Black families. Thank you so much for this answer. It was very insightful. Thank you. Thierry, did you want to add something, or do you want to move to the data that you wanted to present? I think before we move to the data, I think it's important also that we have to, how can I say this? We have to also be cognizant that, you know, and I want to draw maybe a parallel, and this is not based in data. This is really, because regarding young Black men, you know, and in the news lately, they've been talking about shootings and blah, blah, blah. And,
gang de rue, and so on and so forth. I think we have to be cognizant of what it means also to potentially receive $2,000 a month, receiving la PCU. Tu touches la PCU, tu habites dans un quartier où est-ce que tu te sens pas reconnu, tu te sens invisible, tu as envie de crier ta rage, tu as envie de crier ta peine. Puis la minute qu'on te confine, puis qu'on te reconfine, puis qu'on te déconfine, ben, tu sais, puis c'est très structurel, puis le racisme systémique, puis les armes qui sont dans ton quartier, puis moi, je pense qu'il y a quelque chose à regarder dans tout ça. Nonobstant, qu'est-ce qui fait qu'il y a des underlying conditions, qui fait que les jeunes hommes noirs sont plus affectés? Mais nous, on n'a pas ce data-là, donc je ne suis pas en train de me prononcer sur ça. Mais je pense qu'il y a quelque chose à penser où est-ce qu'on se dit que nos jeunes hommes, puis j'ai une pensée particulière à Patrice, qui était un jeune entrepreneur noir qui, pendant la pandémie, a pris sa vie, puis a dit que la pandémie avait vraiment affecté sa business et son entourage. Donc, je pense qu'il y a aussi quelque chose sur la santé mentale à regarder. Puis, ultimately, taking care of we is taking care of us too, you know? If we take care of us during this pandemic, and I love what Dr. Alicia just touched on, we as Black people, as Black family, as Black ecosystem, as Indigenous brown people, I think we're going to get through this. We've shown resilience in the past. We're probably the epitome and the summum of resilience when it comes to human beings. So I have faith that we're going to go through this, and we'll, but again, on the data regarding how they're impacted more, like from the virus itself, I don't have the data, but I know the byproduct. If I look at the past 12 months, Ahmaud Arbery, you know, Regis Paquet, you know, Sheffield Matthews, we confine and we're dying economically. We deconfine and the system is trying to kill us, you know, Maître Yeboah and Mamadi Camara. So it's also all of this. I think all of this is also very, very damageable. So I think taking care of us is truly important. Self-care is super underrated, and hugs. I'm a big hugger. So, you know, I know when I was young, I needed even more love and more attention as a young Black man because I didn't get it from society. So I think it's also important to stay on this. And if you want, that might be a good segue to look at the data. What do you think, Julie? Perfect. Yeah. Take us away. Go ahead. All right. Thank you for answering the questions, and thank you everyone for your wonderful questions as well. Amazing question. So we'll share the data that we found, really exclusive preliminary report that we prepared at Colors of COVID just for MTL en Action. And if there's any questions, we still have a little bit of time, depending on how short we are on time, but we'll be able to address some of that. I want to start by this, because anybody that knows me knows that I think words are important, but images are also extremely, extremely important. And before we get into the data, you know, we call this presentation The Other Canada. And for those of you who don't know where that comes from, it comes from the speech from Martin Luther King, MLK, that did an amazing speech. We talk about We Have a Dream speech, but his biggest speech, his most impactful speech, and some would argue the speech that got him killed, was a speech on the fact that there was two Americas. And he called it The Other America. And I believe there's two Canadas. There's a Canada where we have clean water, and then there's a Canada where we would rather run pipelines through Indigenous land instead of oil pipelines, instead of running water pipelines. And that's also the part of the other Canada that we don't want to look at. And that's what Colors of COVID does. Colors of COVID is a selfie. You notice nobody's taking selfie during the pandemic anymore. It's like forcing you to take a hard selfie. And it's saying to Canada, hey, take your phone, take a selfie. This is what you look like. And it's not as pretty as you think, all right? And this is what I think is important with this image. It's our media also that has a place to do in this. We could cover COVID all we want and try to sell newspaper and sell the news, but the big wave is poverty, and the big wave is social inequalities, and that speaks to a lot of context. But I just thought that this image was important. So we started with a couple of images. And if, like MLK said in his speech, if not now, when? If we're not going to collect race-based data now, when? And as you could see, August 3rd, Dr. Arruda, and I would love if they're looking, if they're listening, Nadine Giraud, if you're listening, Dr. Lionel Carmont, if you're listening, if not now, when? When are you going to decide to do not what is politically right, what is humanly right? Don't try to be part of history.
be on the right side of humanity. This is a crucial point in our history, and we should be measuring this in order not to vaccinate more Black and brown people, but to provide them with resources to maybe proactively. What about free internet in Black and brown neighborhood? What about that? Why don't we have free internet on the island of Montreal? What about free access to exercising? What about temporary isolation stations where our frontline worker could potentially go isolate somewhere, not somewhere that looks like an internment camp, but somewhere that looks like you belong, like you're not literally in jail? How about providing vitamin? There's strong research on vitamin D. How about providing, being proactive in terms of our bodies, in terms of fighting the virus before we contract it? And I would beg to argue, how about closing the sack? There are tremendous people, tremendous countries in the G20 as well that have decided to close down alcohol consumption, because alcohol consumption affects our immune system and affects our body, and it affects our mental health, right? So if not now, when do we have the courage to take responsible actions for the betterment of all Canadians? All right. And then last but not least, before we get into data, that has to be one of my favorites, right? The vulnerables of COVID. People say, Terry, what's after colors of COVID? Once COVID is done? Well, guess what? The colors of Canada. I hope that this project will outlast me. I truly hope that this project will outlast Dr. Alicia. I hope that one day we could be old, talking about this, sipping on good Haitian rum. I just talked about not drinking alcohol, and I want to sip on a good Haitian rum. So I want to be old and look back and say the colors of COVID migrated into the colors of Canada. And this, I think, shows it clearly. You see a person asking the healthcare ministry of the United States, the person responsible, saying many of our COVID fatalities as underlying condition. And then you see a dead body, and then the first criteria is the person's poor, the person's Black, and they were in a nursing home. And we saw the fiasco of the nursing home in Quebec, right? Now let's jump right into the data, because I am excited about sharing this with you guys. Donc, première data qu'on a. Est-ce qu'un membre de votre famille a testé positif pour la COVID-19? Do you have a family member or loved one that has tested positive for COVID-19? All right. We clearly see here that, like, we're going to go, you're going to, just so you kind of walk with the legend with me. The blue are the white people that took the survey. The orange is our Black échantillonnage. And then others, and I'm going to quote it properly, means that they don't identify as Caucasian. That's what it means. And for those of you who think, well, others is people of color. Well, no, because some people don't identify as white, but might be Greek, might be Italian, right? So others just means they do not identify as Black, okay, as white, sorry. So, est-ce que quelqu'un de votre famille a testé positif pour la COVID-19? On voit ici que les communautés noires, on est un petit peu, on est environ à 27%, 27-28%. Les communautés caucasiennes, qui ont pris le survey à date, on est à peu près à 23%. Et others, les gens qui ne s'identifient pas, sont légèrement plus bas à 21%. Est-ce qu'un membre de ta famille est décédé de la cause de la COVID? Do you have a family member that died of COVID-19? Ici, on voit clairement que les communautés noires sont à un petit peu moins de 12%, donc 10,5 voire 11%. On voit ici que les communautés blanches sont à 6,5%. Donc, on voit une disparité quand même assez non négligeable entre les communautés noires en termes de décès par rapport à la COVID-19 et autres, qui est relativement similaire à les communautés caucasiennes. La santé mentale. La santé mentale, je vais passer cette slide. Pourquoi? Parce que les données de la santé mentale sur la slide ne sont pas correctes. Donc, je vais vous les énoncer verbalement. Donnez-moi 2 petites secondes. On les a. Je vais les récupérer rapidement. Mais en attendant de les récupérer, je vais passer à l'insécurité alimentaire. Celle-là, mesdames et messieurs, elle est ahurissante, selon moi.
OK? Insécurité alimentaire. Pour ceux qui ne savent pas, dû à la COVID, est-ce que pendant la crise de la COVID, vous avez tout d'un coup des manques de ressources financières qui ont fait que vous pourriez être en danger de ne pas pouvoir vous nourrir? Et on voit clairement ici que les communautés noires, en moyenne, on est à près de 3 fois, un petit peu moins de 3 fois plus à risque d'avoir de l'insécurité alimentaire. Et l'insécurité alimentaire, c'est la base. Si on n'est pas capable de se nourrir, on n'est pas capable d'avoir un système immunitaire en santé, on n'est pas capable de combattre la COVID-19. Donc, vraiment impressionnant de voir qu'il y a une énorme disparité en ce qui a trait à l'insécurité alimentaire. Une autre data qui est extrêmement, extrêmement alarmante. Êtes-vous en danger de perdre votre logement? Je vais vous raconter une petite anecdote parce que cette anecdote-là m'a vraiment fait mal, moi. Au début de la COVID-19, on a décidé de travailler avec la Fédération des Canadiens noirs à travers le Canada. On a travaillé avec des gens qui étaient à la salle. Et on a eu plusieurs rapports de la salle de jeunes femmes noires qui se faisaient demander des faveurs sexuelles en échange de skipper le loyer, en échange de ne pas acquitter leur charge d'habitation mensuelle. Dans quel monde est-ce qu'on vit? On est où? Mais ça se passait à Montréal. À Montréal. Donc, des propriétaires prédateurs qui demandaient des faveurs sexuelles et qui oppressaient leurs locataires, notamment plusieurs d'entre elles étaient des femmes noires. Donc, cette statistique-là, c'est juste une anecdote que je voulais dire parce qu'elle parle de shelter, elle parle d'habitation. Êtes-vous en danger de perdre votre maison, votre hypothèque, votre appartement ou votre logis? Et si vous êtes même sans abri, est-ce que vous êtes en danger? En état si vous êtes en homelessness, precarious situation, est-ce que vous êtes peut-être vous avez un risque de ne pas avoir assez de place? On sait qu'il manque de place pour les gens qui sont en situation d'itinérance. Donc, est-ce que vous êtes en danger? Et puis là, clairement, on voit la disparité et elle est énorme au point de vue par rapport aux gens, aux Caucasiens, aux Blancs, qui sont en bas de 1%. Et on parle de près de 5 fois pour les communautés noires. Et dès qu'on voit pour les personnes de couleur, on est à près de 8 fois. Donc, on est 8 fois plus à risque évidemment, ça inclut dans les oranges, Southeast Asian, les gens de la communauté philippine, toutes les personnes qui ne s'identifient pas comme étant blanches. Donc, je crois que cette donnée-là, elle est vraiment, vraiment importante et elle fait peur. Mais encore une fois, on parle de pauvreté. C'est ce que je veux dire par quand je dis ce n'est pas une pandémie de santé, c'est réellement une pandémie socio-économique. D'accord? La prochaine étape, on parle de oh, sorry. Okay, yeah. you're back. Oh, sorry. Yeah, sorry, a little glitch here. Prochaine étape. Avez-vous été victime? Celle-là aussi est quand même assez impressionnante. Avez-vous été victime de discrimination pendant la pandémie? So, have you lived any kind of discrimination regarding police, regarding access to food? J'ai eu une histoire qui était horrible, horrible. Dans un quartier que je ne nommerai pas, la dame se fait accuser de ne pas être une bonne mère. Et voilà l'importance de l'expertise du docteur Alisha Botswenkite. C'est ça la valeur d'avoir des gens qui pensent comme nous, qui nous ressemblent, qui ont le même shared live experience, le même vécu que nous. Dr. Alisha Botswenkite travaille de façon comme une forcenée depuis des années pour démontrer que la DPJ, ça c'est moi qui le dis, c'est pas elle qui le dit, ben, peut-être qu'elle peut le dire si elle veut, mais #defund la DPJ hardcore. Là. Mais en attendant, travaille comme une forcenée pour démontrer les inégalités dans ce système qui crée littéralement un pipeline. Les gens qui rentrent dans la DPJ finissent par, oui, effectivement, coûter cher aux taxpayers parce qu'ils finissent en prison, dans le pénitencier. Puis après ça, on dit, toutes des criminels. Ben, écoutez cette dame-là, histoire vraie. Et puis ça arrive plus souvent qu'on le pense. Se fait juger par ses voisins comme étant une mère non responsable. Pourquoi? Parce qu'elle ne prend pas bien soin de ses enfants. Pourquoi?
On a appelé la police sur cette dame. Elle prend ses enfants, elle n'a pas les moyens d'avoir un masque, elle ne veut pas les laisser à la maison toute seule. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle les amène avec elle au supermarché. Pourquoi? Pour manger, pour aller chercher le peu de nourriture qu'elle a, parce qu'elle se fait soit un petit peu trop d'argent pour se qualifier pour un food bank, ou soit pas assez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le système. Tu fais trop d'argent, tu ne te qualifies pas pour du social housing. Tu ne te qualifies pas pour un food bank. Tu n'en fais pas assez, tu te qualifies, mais est-ce que tu peux vraiment vivre de ça? Donc, elle amène ses 2 enfants qui sont en très bas âge et au supermarché, elle se fait pointer du doigt. Elle se fait attaquer psychologiquement et émotionnellement sur le fait, ah ben, check là, elle, ils n'ont pas de masque, qu'est-ce qu'ils font ici? Et ça, c'est une forme de discrimination aussi. Parce qu'on parle souvent de discrimination ou de profilage racial seulement par la police, mais il y a du profilage racial commercial quand on rentre dans les magasins, comme je viens de vous donner comme exemple. Il y a du profilage racial économique. Il y a du profilage racial scolaire. Donc, profilage racial médiatique, comme on a vu avec hashtag Justice pour Mamadi Camara. Ça, c'est un exemple clair, mesdames et messieurs. Avez-vous été victime de discrimination pendant la pandémie? On voit ici que les personnes caucasiennes, à peu près 7% ont dit oui. Les personnes noires, on est à 20%, légèrement en dessous, 19%. Les personnes brunes, Filipinos, Latinos, so on and so forth, people of color, là, on est à 21%. Donc, on parle de quasiment 3 fois plus de discrimination pendant la pandémie que les personnes caucasiennes. Parce que je rappelle, les couleurs de la COVID incluent un pourcentage de personnes caucasiennes qui ont pris le sondage. Prochaine étape, qui est encore une fois cinglante. Est-ce que vous ou un proche ont eu de l'expérience d'une augmentation de présence policière? Donc, en anglais, le terme est parfait, over-policing. Ici, on voit clairement que les communautés noires, on parle de l'ordre d'à peu près 23%. Les personnes qui ne s'identifient pas comme blanches et ne s'identifient pas comme noires, on est à peu près à 17%. Et les personnes blanches, eux, disent qu'ils sont de l'ordre d'à peu près 9%. Donc, encore une fois, à peu près 3 fois plus d'oppression ou d'over-policing policier pour les communautés noires en ce qui a trait la COVID-19. Avez-vous perdu votre emploi ou un revenu? Ici, on voit que blanc comme noir, c'est quasiment la même chose en termes de perte de revenus d'emploi ou de revenus d'entreprise en tant qu'entrepreneur. Parce que, et j'aimerais rajouter, et ça c'est mon opinion, on n'a pas encore disaggregated the data, mais il y a beaucoup plus d'entrepreneurs blancs qu'il y a d'entrepreneurs noirs. Ça, c'est la première des choses. Et on sait qu'en ce moment, plusieurs entrepreneurs québécois se plaignent du fait qu'effectivement, ils ont perdu des revenus d'entreprise. Donc, je pense que la corrélation là, ou qu'est-ce qui expliquerait ce genre de proximité est très, très, très facile à expliquer. Et là, on le voit encore une fois, les personnes de couleur, on est à 41-42%, donc quasiment un 9% de plus que les personnes caucasiennes. Êtes-vous un travailleur essentiel? On le sait, on en parle. Hein? D'après certaines statistiques, on estime que plus de 70% des travailleurs essentiels aux États-Unis, je pense que c'est 75, seraient des personnes noires ou des personnes de couleur. Ici, dans nos données à nous que nous avons collectées à ce jour, colligées, on parle de travailleurs essentiels, meatpacking industry, supermarket, travailler dans les hôpitaux. On est à du 32% pour les personnes noires et à peu près 21-22% pour les personnes blanches, donc à peu près 10% de plus pour les communautés noires. Et qui dit travailleur essentiel dit plus de risques de s'exposer à la pandémie. C'est ça, au fait. Moi, je dis toujours que la vraie pandémie, c'est le racisme et qu'il faut essayer de se distancer socialement de n'importe quelle instance ou opportunité d'être en contact avec quelque chose qui pourrait nous traumatiser par rapport au racisme. Donc, moi, Thierry Lindor, j'évite d'être en contact avec la police. Il faudrait éviter d'être en contact avec la COVID-19. Là, on voit clairement que nos communautés ont moins de chances d'éviter d'être en contact avec la COVID-19. Très, 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 très grosse statistique, mesdames et messieurs. Puis ça m'a... J'ai vu comme, what the hell? Avez-vous un médecin de famille? Ça a l'air de rien. Mais avoir un médecin de famille, ça nous permet d'avoir accès à de l'information. Ici, on voit clairement que près de 75% des Caucasiens qui ont pris
le survey, le sondage, ont accès à un médecin de famille et les communautés noires, on est à moins de 64%. Et j'aimerais rajouter que dans certains quartiers, ça descend extrêmement bas et extrêmement agressivement. Donc, ça a l'air de rien, mais avoir un médecin de famille, avoir un point de contact, une ressource qu'on peut appeler, texter, si on a ce genre de relation, ça peut faire la différence. Et ça peut faire la différence dans la démystification des rumeurs qu'on entend à la télé ou des radios keb qui disent un peu n'importe quoi et qui vont parler de conspiration ou quoi que ce soit. Donc, données très importantes selon moi. Êtes-vous capable de travailler à distance pendant la pandémie? On voit que clairement, encore une fois, les personnes blanches sont à peu près à 62% en termes de pouvoir faire du remote working. Et là, on est à 49% pour les communautés noires. Donc, encore une fois, travailler à distance nécessite ne pas habiter dans un désert technologique, ne pas être agnostique technologiquement parlant. Et encore une fois, on voit clairement que travailler à distance est un privilège. Qu'est-ce qui se passe si on doit faire des coupures à la job? Qui on coupe en premier? Qu'est-ce qui se passe si on doit commencer à investir de l'argent? Et c'est pour ça qu'une des solutions que moi, je pense qui devrait être concrète, si j'avais un maire Balarama ou un maire Will Prosper ou Émilie Nicolas ou Tiffany Carlander, je suis pas mal convaincu que ça passerait cette motion-là à la Ville de Montréal, de dire, nous allons travailler avec les compagnies de télécommunications pour fournir de l'Internet gratuitement dans certaines parties de l'île de Montréal, parce que l'information ne se rend pas. Et l'information, ça se convertit en données. Les données se convertissent en savoir et le savoir sauve des vies. Très, très, très important, mesdames et messieurs. Et la dernière statistique, et non la moindre, et par la suite, je vais vous faire un résumé, un summary de tout ça. Avez-vous perdu accès aux espaces communautaires? Et ça, c'est quand même assez important parce qu'il faut comprendre que dans nos communautés, c'est pas rare que maman travaille 2-3 jobs, papa travaille 2-3 jobs et que l'extension de la famille devient MTL en action, Hoodstock, Maison d'Haïti, Centre Lassalien, Groupe 3737, Côte-des-Neiges Black Community Association, West Island Black Community Association. Donc, est-ce qu'on a accès à ces endroits qui sont des safe spaces pour nous quand on n'est pas en cette période de pandémie? Et on voit clairement que les personnes noires, à près de 71%, n'ont plus accès à ces espaces et qu'ils en avaient réellement de besoin. Et les personnes blanches sont à 67%. Donc, on voit encore une fois une disparité d'accès. Et on n'a pas collecté ces données-là, mais moi, ce que je soupçonne dans tout ça, c'est que les personnes noires parlent vraiment de community center. Tandis que les personnes blanches, puis ça c'est mon opinion, c'est pas basé sur des données, mais vont souvent faire plus ils vont alléguer à plus la bibliothèque ou des endroits comme qui sont culturellement des endroits, des espaces où ils avaient l'habitude de fréquenter. Donc, je pense que ça aussi, c'est un facteur. Oui, Dr. Alicia, yeah. Je pense que qu'est-ce qui amène aussi peut-être cette réponse, c'est les églises, hein? La communauté noire et l'Église. Très bon point. Donc, on sait à quel point les églises sont très précieuses à notre communauté. Donc, ça pourrait être une des pertes engendrées par cette pandémie. Oui. Et la dernière donnée que je n'avais pas sur la slide parce qu'on avait fait une petite erreur, moi et mon équipe, c'était la santé mentale. Puis ça, c'est intéressant. Puis j'aimerais ça que Dr. Alicia aussi en parle aussi avec moi, mais dans la santé mentale, on voit que les personnes blanches disent à 67% d'avoir, 67%, c'est quand même élevé, avoir eu que la COVID-19 a un impact néfaste sur leur santé mentale. Les personnes noires, c'est seulement 50%. Par contre, ce qui est important de mentionner, c'est qu'on voit une corrélation directe avec comment est-ce que les données sont collectées. Donc, lorsque les personnes ont accès à de la technologie, on semble avoir plus de facilité à parler de santé mentale. Les personnes jeunes, noires, parce qu'on a leur âge, sont plus élevées en termes de problèmes avec leur santé mentale que les personnes âgées. Ce qu'on voit clairement avec cette donnée-là, ce n'est pas que les Noirs sont moins affectés par la pandémie d'un point de vue de leur santé mentale, c'est qu'ils en parlent moins. On a une génération complète qui a grandi
parfois même avec des parents qui ont connu l'esclavage, notamment mes arrière-grands-parents à moi, qui ont connu l'esclavage. Et plus important, mon père est né en Haïti. Et mon père me disait toujours, j'oublierai jamais ça, je dis la blague souvent à Dr. Alicia, comme si elle l'a pas entendu plein de fois. Mon père me disait, une fois, j'avais 14-15 ans, je rentre à la maison et je lui dis, papa, je pense que je suis dépressif. 14-15 ans. Et mon père m'a dit, ça c'est une histoire vraie, il m'a dit, mon père est né en Haïti, il dit, Thierry, la dépression, c'est une maladie, ce qu'il avait dit, une maladie de riches et souvent une maladie blanche. Can I add to that? You can definitely add. You want to add now, or because I just want to finish that. Go ahead. Et ça m'avait frappé parce qu'en tant que jeune homme, j'y ai cru. Je me suis dit, peut-être que moi, j'ai... Et ce qui avait continué, il avait poursuivi en disant que en Haïti, c'est ce qu'il me disait, il disait, il n'y a pas de dépression. Je disais, ah bon? Puis il m'avait dit ça, non, il n'y a pas de dépression. Il dit, parce que quand tu as faim, tu n'as pas le temps d'être dépressif. C'est sûr qu'il a tort. C'est sûr que c'est faux. C'est sûr que dans des pays en voie de développement qui sont oppressés souvent par un système capitaliste, c'est sûr qu'il y a énormément de dépression. Mais ça démontre une génération complète qui se sont fait enseigner par des gens qui ont vécu le biproduit de l'esclavage qu'on ne parle pas de ça, que ce n'est pas pour nous la santé mentale, que ça ne nous affecte pas parce qu'on est trop occupé à essayer de survivre. Donc, je voulais juste parler de ça, mais je pense que je vais poursuivre avec Dr. Lisha, puis je vais terminer avec la dernière slide. Just before you go on, I just wanted to mention that we will end this around 7:55, 56. Just Okay. be mindful of the time for people. Beautiful. That's it. Beautiful. Thierry and I are good to stay on longer. No, I just wanted to say when we had our research meetings, what Tiffany kind of shared was for the community sample, so her community sample, it was even lower. It was 30% of participants that said that their mental health had been affected. And I think that speaks to what the term mental health means for the Black community. And your story, I don't know if my mom's listening to me, but she says the same thing. When you say that, oh my gosh, mom, I'm feeling this, she's like, oh, just shake it off. Shake it off, as though something that you can just shake off. So there's definitely a reluctance to talk about mental health. And as we're kind of looking at the survey, we're realizing that maybe this question is not the best way to answer that question, to speak to mental health. And maybe we need to be speaking to language community response to. So it's not mental health that we should be asking. Perhaps we need to be asking distress. Finding ways, the language to speak about these issues that concern our community so that we have accurate data that's actually reflective, because based on what you've shown, all of those stressors would indicate that the Black community is that their mental health is much more compromised than, I think Tiffany sample was saying that only 30% of respondents said that their mental health was impacted, whereas what your results are showing is that it's a lot higher for the for the general population, over 60%. And the last slide that I'll share, which I think says it all. It says it all. This is actually new stuff. It has nothing to do with McGill. This is me from my previous life. I was in real estate for 19 years and reached out to a great broker by name of Lucky Sabiti, who works at Remax for a while. And Remax, they helped us put together this data. This is, ladies and gentlemen, on your left, this is L'Acadie Street. On your left, you have TMR. Green, trees, beautiful houses. Notice the circle pattern, very mindful of European kind of design of how you build neighborhoods. And on the right, you have yourself a bird's eye view of Park Extension. Sad fact, not fun fact. 25, 30 years ago, that street separated the richest neighborhood in Canada from the poorest one. And look at the data. We decided to analyze the map done by CBC. So go look this up because this is super important. CBC came out with a map in June or July that made a direct correlation between poverty and COVID-19. And they said most of the poor neighborhoods are Black or brown. We went a step further. We broke it down price per square foot. So here you have it, ladies and gentlemen. En primeur, Montréal en action.
TMR, the average price per square foot is $1,000 a square foot. So if you have 1,000 square foot, you're paying $1 million. If you have 600 square foot, you're paying $600,000. Griffintown, 1,005. Westmount, $669 a square foot. And look how quick you go down. You see? Some of the most red, bright red, wine kind of red areas on the CBC report, Park Extension. Park Extension is the opposite side of TMR. Bright red, TMR, bright green, right? Park Extension, $404 a square foot. And might I add, if it was 2 years ago, before Le REM, it would be even lower. But now that the REM is there, gentrification is happening. Hochelaga Maisonneuve, same thing, 440. Saint-Michel, one of the biggest one, 347. Kirkland. Now you're gonna say, why is Kirkland so small? Here's the data. There was only 14 results in the condominium spaces, right? So right away, the results were biased because in Kirkland, there's no condos. It's mainly homes. Montreal North, one of the last one, $291 a square foot. So we could directly attribute the price per square foot, the price of housing, gentrification with the proliferation of COVID-19. And this, ladies and gentlemen, is important. And the last picture is COVID being a bomb on poverty itself. And that's my opinion. It's not based on the research, but the three biggest places in the world right now with COVID-19, ladies and gentlemen, per capita is India, Brazil, and Quebec. What do they all have in common? They have a backward kind of government that either doesn't believe in systemic racism or believes, like in India, highly believes in the caste system. So this was the presentation. Hopefully you guys enjoyed, but this image, I think, summarizes clearly what we're facing right now. There was just one question in the chat, which I want to just speak to, is that I think you chose to present like this disparity, like Black, white, other. And so recognizing that, you know, Black is a homogenous group and it's not just, again, on its own, there are other analyses that we'll take into consideration. And some of those analyses are looking at location. So how does location influence? Yep. How does absolutely age influence? How does gender influence? How does sexual orientation influence? And so those are things that we want to continue to kind of look at once we've got the ethics and we can have the data to look for within group differences. Well, thank you so much for this. And I think it showed everyone listening how complex and long this type of data is like to take form, right? Exactly. This research takes a lot of time, a lot of investment, and it's going to take even more participants to be able to see potentially other patterns. So thank you so much for showing this to us and for your time with us. And on this note, I will leave it to Nadège. Oui, ben pour ajouter à ce que je lui ai dit, merci beaucoup, Dr. Alicia, Thierry. Je pense que vous avez bien mis en lumière des enjeux qui ont été mis en lumière par la COVID, mais qui étaient présents depuis bien longtemps. Et que je pense que c'était une conversation qui était très intéressante et très pertinente. Donc, au nom de toute l'équipe de Montréal en Action, vraiment, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Puis, pour continuer à vous parler un peu plus de notre programmation pour le mois d'Histoire des Noirs qui n'est pas terminée. Il nous reste un webinaire qui aura lieu la semaine prochaine, lors duquel on va avoir 3 jeunes du collectif Bout du Monde, donc Evans, Nicolas et Sacha, qui vont venir un peu nous parler de leur vision de la pandémie, de leur expérience personnelle, puis comment ils ont vécu tout ça, puis les impacts que ça a eu sur eux. Pour avoir parlé avec certains d'entre eux, c'est des jeunes qui sont très inspirants et très allumés. Donc, je vous recommande d'être présent la semaine prochaine. Ça a lieu jeudi le 25 février à 18h, puis vous pouvez vous inscrire via notre site web. Ensuite, on aimerait aussi prendre le temps de remercier nos partenaires. So, thank you to our partners. We have the Department of Heritage of Canada, the Overture with the Arts, the Peace Network for Social Harmony, McGill University, the Black Student Association of McGill, and obviously Thierry, Dr. Alicia of the Colors of COVID. So thank you to all of our partners without whom this would not be possible. So a big thank you to all of them. Et
finalement, on veut rester en contact avec vous nécessairement. Donc, vous pouvez toujours consulter notre site web pour savoir ce qu'on fait. Si vous voulez en savoir plus sur les 38 recommandations, si vous voulez en savoir plus sur nous, visitez montrealaction.com. On est évidemment sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, LinkedIn ou Instagram. N'hésitez pas à aimer notre contenu, partager notre contenu, nous écrire. On est toujours content de parler avec vous puis d'entendre un peu ce que vous avez à nous dire. Vos commentaires, vos questions sont toujours les bienvenus. Et si vous êtes en mesure de faire un don à notre GoFundMe Ensemble contre le racisme systémique, faites-le. Ça serait très apprécié, que ce soit 10 $, 5 $. Every penny counts and every penny will help us keep doing what we're doing. So, thank you, thank you, thank you. Et puisqu'on est dans le sujet de la COVID-19, lavez-vous les mains, gardez la distance, puis toussez dans votre coude, puis stay safe at home. And thank you to everyone who showed up tonight. Merci à tout le monde, puis on espère vous voir la semaine